Le Bourgogne Vélo Festival, c'est en direct le 14 et 15 septembre sur Radio Cyclo. Voilà le Bourgogne Vélo Festival, le premier qui se déroule à Tournu. On est avec nous, alors on est très honorés puisqu'on a des gens des médias, des gens du vélo. On est avec Bernard Thévenet. Bonjour Bernard. Bonjour. Un Bourguignon, il va nous en parler. On est sur ces terres. Et puis on est avec Jean-Paul Olivier, qu'on ne présente pas, qui a parcouru nombre de Tours de France, je ne sais pas, il nous le dira peut-être, et de courses autour de France, d'Europe, du monde. Combien de Tours de France à votre actif, Jean-Paul ? 41. 41, alors vous n'êtes pas bourguignon. Ah, pas du tout. Je suis breton. Vous êtes plutôt breton. Alors j'en profite, on sera sur le Tour de Rance. Ça vous parle à Dinan, à la Pentecôte au mois de mai, Tour de Rance Vintage. Donc Radio Cyclo, il sera. Alors Bernard, vous, le régional de l'étape, vous avez fait une boucle ce matin ou vous devez le faire demain ? Non, je le fais demain. Vous faites demain. Vous êtes sur laquelle ? À la Bois sans soif. À la Bois sans soif. Pour un bourguignon, ça tombe bien. Alors pour un bourguignon, ça tombe bien. Pour un breton aussi, remarquez. C'est vrai. Bon, alors dites-moi Bernard, vous connaissez, c'est votre terrain de jeu ici, vous connaissez, vous êtes natif du coin et vous avez avant de faire la brillante carrière que vous avez faite, c'était vos routes d'entraînement. Oui, enfin d'entraînement pas tout à fait parce que j'habitais de l'autre côté de Charolles, donc ça fait un petit peu loin. Par contre, il y avait beaucoup de courses ici, dans la région de Tournu, Cluny, Mâcon, tout ça. Dans chaque canton, il y avait moins une course dans l'année. Il y avait beaucoup de courses au mois de juillet-août parce qu'à l'époque, il y avait des fêtes du village et souvent, le lundi de la fête du village, il y avait une course. Donc pratiquement presque toutes les communes autour là, organisaient des courses. Malheureusement, il y en a de moins en moins parce que ça devient de plus en plus difficile d'organiser. Ça devient difficile administrativement et même financièrement aussi. Alors c'est dommage parce que ces petites courses, ça permettait à tout un tas de jeunes de se mesurer entre eux. Ça permettait à des jeunes aussi, à des enfants de voir passer des coureurs et d'avoir envie de les imiter. Non, je pense que c'était un bon moyen pour recruter, pour amener des jeunes à la pratique du cyclisme. Alors, il y a toujours quand même des jeunes en France. Le cyclisme est un des sports populaires, Jean-Paul Olivier, que vous avez suivi 41 Tours de France. Il y a quand même des jeunes, on en voit des jeunes. Il y a des boucles ici, des boucles familiales d'ailleurs, avec parents, enfants qui tournent. Le vélo français, les jeunes, ils sont toujours là. Oui, c'est certain, il y a toujours des courses, mais il faut tout de même faire le distinguo entre le cyclisme de compétition et le cyclisme de plaisance, etc. Bon, mais c'est vrai qu'on a constaté une baisse des licenciés sur le plan de la compétition. Mais le vélo rassemble toujours. Le vélo est très important et puis il y a différentes factions qui vont vous dire que le vélo, médical notamment, le vélo est très important pour la santé, etc. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans le désespoir, bien au contraire. Le vélo continue à se vendre sur le plan technique. Non, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Sur le plan compétition, le Tour de France n'a pas pris une ride, donc il est toujours là. Il est toujours populaire, autant de monde sur les routes du Tour de France. Il y a toujours des courses nationales, il y a toujours des courses régionales. Voilà, si je parle pour la Bretagne où je suis né, évidemment, je ne suis pas très objectif parce qu'effectivement, la Bretagne a un pôle cycliste particulièrement développé. Mais je pense que tout cela est en devenir et puis si on mélange les forces, ça va faire quelque chose de fantastique. Est-ce que Bernard, c'était pour l'enfant que vous étiez en Bourgogne, vous pensez, est-ce que c'était plus facile de devenir professionnel à l'époque que de devenir professionnel aujourd'hui ? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de coureurs amateurs. Donc, il y avait beaucoup plus de postulants. Par contre, maintenant, un jeune, il faut qu'il soit suivi. Il faut pratiquement qu'il soit dans un grand club pour pouvoir être repéré et passer chez les professionnels. Donc, je pense à peu de choses près, les difficultés sont les mêmes, simplement sans les modes de recrutement qui ont changé totalement. Est-ce qu'à votre connaissance, tous les deux, il y a eu des grandes étapes, des étapes mythiques, on va dire, comme on peut trouver dans les Alpes, comme on peut trouver dans les Pyrénées, en Bourgogne ?
sur le Tour de France. Alors là, je me tourne vers la mémoire vivante du Tour de France et du cyclisme. Jean-Paul, est-ce qu'il y a eu une anecdote qui vous viendrait, en tout cas une grande étape qui serait passée par la Bourgogne, ou Bernard? Les grandes étapes dont on se souvient le plus, évidemment, c'est les étapes de haute montagne. Ouais, Et dans la Bourgogne, on a beaucoup de collines, énormément, mais il n'y a pas de haute montagne. Quand le Tour passe en Bourgogne, ce sont des étapes de transition plutôt? Pas forcément de transition, mais ce sont des étapes souvent finales, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a eu Clermont-Ferrand, Fontainebleau, qui est l'étape qui traversait un peu la Bourgogne, mais qui était l'étape la plus forte en kilométrage, la plus longue. Mais on a eu des étapes un petit peu partout. Mais bon, disons que c'était un peu la fin. C'est toujours un peu la fin du Tour. Hein, on a vu des coureurs comme Robinson, quand je remonte les années, en 1959, gagner une étape avec 26 minutes d'avance. Si vous voulez, il n'y a pas eu forcément d'étape vraiment structurée, quoi. Est-ce que le vélo aujourd'hui, Bernard, vous roulez, Jean-Paul, je ne sais pas, est-ce que le vélo, finalement, chacun, au niveau où vous en étiez, que ce soit dans des grandes télévisions ou sur le vélo, ça vous manque, vous ne pouvez pas vous en passer? Moi, incontestablement, je répondrai oui, parce que de toute façon, j'ai toujours été cycliste, entre guillemets. J'ai couru un tout petit peu à l'amateur. Et puis j'ai tout de suite été journaliste. J'avais 17 ans et demi, je suis rentré dans le journalisme. Mon premier journal s'est appelé Vélo Journal, ça dit ce que ça veut dire. Et donc j'ai toujours été cycliste quelque part. Donc j'ai toujours chanté la gloire des coureurs. Et puis ensuite, j'avais d'autres passions. J'avais la géographie, j'avais l'histoire. Et à partir du moment où on passait devant un site, je le décrivais quelque part. Mais il se trouve que quand j'étais sur la moto, parce que j'ai fait une vingtaine de Tours de France sur la moto essentiellement, lorsque je parlais d'un site, on ne le voyait pas forcément à l'écran, parce que je n'avais pas d'écran de contrôle, etc. Et c'est quand Charles Bietri me dit il faudrait que tu restes à l'arrivée avec les autres commentateurs pour que l'hélicoptère puisse te restituer les images. Et que tu puisses en parler. Alors ça a été aussi une autre révélation pour moi, ça a été fantastique. Donc si vous voulez, le Tour de France pour moi ça a été tout, ça a été un tout, ça a été la France, quoi. Et Bernard, à la fin de votre carrière professionnelle, vous avez commenté de mémoire sur France Télévisions aussi. Vous étiez. J'ai eu le bonheur de commenter avec Jean-Paul. Avec Jean-Paul, oui, on a fait quelques courses ensemble. Quelques Tours de France. J'adorais. Non, enfin, oui. On parlait pas de la même chose dans le Tour de France parce que moi j'étais sur la technique. Sur la tactique, et lui il était, comme il vient de l'expliquer, plutôt sur les paysages et monuments. Mais on a fait une étape du Tour d'Italie, par exemple, qui était à Athènes, hein, parce qu'il faut le faire ça quand même. Ah, le Tour d'Italie à Athènes, et ça j'adorais être avec Jean-Paul. On a fait un Tour des Flandres aussi, parce que Jean-Paul il a dit modestement, mais il a été coureur cycliste. Et il y a toujours une différence entre ceux qui connaissent bien le cyclisme et ceux qui ont été coureurs cyclistes. Et moi, je te le dis, Jean-Paul, mais j'adorais commenter avec toi. Parce qu'on avait un peu le même état d'esprit, on s'entendait très bien. C'est vrai. Mais on était, par exemple, Bernard parle d'Athènes. Je me souviens très bien d'Athènes, cette première étape du Tour d'Italie. On était là, on était deux oiseaux tombés du nid dans une oasis, etc. Et on pouvait, tous les deux à Athènes, avec l'Acropole en fond, on pouvait parler du vélo. Et ça, c'était merveilleux pour nous. On était, on était heureux quelque part. Vous étiez heureux, vous êtes des passionnés, vous étiez complémentaires, si j'ai bien compris. Justement, alors en parlant de technique, les vélos, ils ont quand même sacrément changé, sans parler du vélo assistance électrique, mais les vélos aujourd'hui, ne serait-ce que le cadre, carbone, etc. Vous ne regrettez pas de ne pas faire de la compétition sur ce genre de vélo aujourd'hui ? Moi non, parce que j'ai vécu avec mon époque. Chaque époque a ses avantages, ses inconvénients. C'est sûr que maintenant, on a des vélos qui sont plus légers, plus rigides, qui ont un meilleur rendement. Mais c'est dû aussi beaucoup à l'amélioration des routes. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Et qu'à l'époque, eh bien, déjà, les matériaux comme le carbone n'existaient pas, mais les constructeurs faisaient des vélos qui avaient quand même une certaine souplesse. Parce que les routes étaient très bosselées, très dures. Donc, c'était un vélo qui correspondait à les routes ou les chemins, on pourrait presque dire parfois. L'état des chemins. Sur lesquels on roulait. Donc, c'est sûr que maintenant, c'est devenu... Et ils ont aussi des... nous, on avait 6 pignons, maintenant, ils en ont 11.
Donc c'est devenu d'un sens beaucoup plus facile, mais ça roule plus vite aussi. Et puis de toute façon, c'est pas le vélo le plus dur, c'est l'adversaire le plus dur. Oui, donc quand on tombe contre des adversaires, on a beau avoir des récalcitrants, vélos techniquement mieux, on a beau avoir des vélos plus légers, c'est quand même le bonhomme qui pédale. Hein. oui, mais exactement. Le plus dur, enfin le plus compliqué, c'est pas. On parle souvent l'école le plus dur, le machin comme ça, mais le plus dur, c'est ni le col ni le vélo, c'est l'adversaire le plus difficile. Hein. C'est l'adversaire qu'il faut battre et qu'il faut passer devant. Alors en parlant d'adversaire, ce soir il y a une présentation au cinéma à Tournu de 2 films. Un film sur Bernard, je crois, et votre victoire en 1975, c'est ça, première victoire Tour de France contre celui qu'on appelait... Le cannibale. Le cannibale, parce que j'explique toujours, moi les gens me disent, mais pourquoi le cannibale? Le cannibale, c'est parce qu'il laissait aucune course, aucune victoire aux autres. C'est un peu ça, Jean-Paul. Oui, c'est une anecdote qui est venue de la fille de Christian Raymond, qui était un bon coureur de l'époque, qui a couru avec Bernard, qui était chez Peugeot. Et sa fille, qui était venue voir son père donc, à Paris lors d'une étape intermédiaire, elle lui a dit, mais alors là, tu parles toujours de Merckx, mais alors il gagne tout, alors c'est un cannibale. Et l'histoire est partie de là. L'histoire est partie de là, oui. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que on parle des vélos, des changements dans le domaine de la technique, etc. Mais ça fait partie de l'histoire du Tour de France, l'histoire du cyclisme. On remonte en arrière, etc. On a toujours une histoire à raconter. Et c'est là où la légende prend son importance. Moi, je me souviens un jour, je fais escale au Caire et je suis à l'aéroport, etc. Il y a un monsieur qui vient me voir, qui me reconnaît parce que j'avais travaillé à Djibouti, en Afrique de l'Est, et qui me dit « Oh, monsieur Olivier, je vous entends, vous faites des choses sur le Tour de France, vous parlez du Tour, etc. Mais enfin, vous n'avez pas connu l'Apébi. » C'est marrant, l'Apébi qui avait gagné le Tour en 1937. Je dis « Je n'ai pas connu l'Apébi. Je le connais maintenant, certes, mais écoutez, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'Apébi ?» Alors je me suis mis à lui raconter plein de choses. Et ça, vous savez, ça sur l'Apébi, ça, etc. Oui, comme quoi il faut tout savoir sur le vélo, mais c'est tellement beau, c'est tellement agréable, c'est tellement passionnant. On nous rencontre en vélo sur tous les événements où nous nous déplaçons en Radio Cyclo, que des gens passionnés, ça c'est vraiment sympa. Si vous aviez pour terminer, je ne vais pas prendre tout votre après-midi, si vous aviez pour terminer, Jean-Paul, quelque chose à dire, on survole, là, on est sur une étape du Tour de France, on est sur Tournu, qu'est-ce que vous diriez ? Je sais pas, il y aurait tellement de choses à dire sur Tournu, je ne sais pas en particulier. Je sais qu'on est parti de Tournu pour une étape il y a quelque temps. Non, je resterai sur une légende parce que j'ai parlé tout à l'heure de 1959 où Robinson, l'Anglais, gagne 26 minutes d'avance. Une étape, oui, 26 minutes d'avance. Mais l'intérêt n'est pas de gagner avec 26 minutes parce que c'était une étape, je dirais entre guillemets, sans importance. Mais c'est ce qui se passe derrière qui était important. Jean Robic, la grande légende du Tour, le vainqueur du Tour de France 1947, est éliminé. Et il est éliminé de quelle façon ? Il est lâché dans le col d'Échalon. Et là, il calcule ses délais d'élimination. Et on lui dit, oui, le peloton est passé depuis tant et tant. Mais il n'avait pas calculé que Robinson avait 26 minutes d'avance. Et donc, il est éliminé, impitoyablement éliminé. Et vous savez, quand un coureur comme ça, emblématique, disparaît, écoutez, c'est une autre époque. Et puis c'est une page qui se tourne, c'est fantastique aussi. Ça reste dans les archives. C'est la légende, la mémoire vivante de la légende. Bernard, merci. Moi, je vous félicite parce que vous êtes un coureur de mon époque et les tours 75 et 77 que vous avez... Il me semblait que vous aviez gagné à Orsières-Merlette. Vous n'avez jamais gagné. Non, c'est Louis Ocaña qui a gagné à Orsières. Moi, j'ai gagné à Pralou. Moi, c'est pas très loin, mais et c'est alors, pas le même département. Vous allez de temps en temps sur ces étapes, sur ces cols moi, je fais le Tour de France tous les ans. Toujours consultant non, je suis pas consultant. Je suis devenu ambassadeur de l'ASO, c'est-à-dire de l'organisation. Je le fais avec l'organisation maintenant. Écoutez, peut-être qu'on se croisera sur un Tour de France Radio Cyclo. J'espère. On est la seule web radio 100% dédiée au vélo. Merci messieurs, ça a été vraiment un plaisir, un honneur de vous recevoir à notre table. Le Bourgogne Vélo Festival, c'est en direct le 14 et 15 septembre sur Radio Cyclo.